Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de 24h Sénat. Voici les titres. Feu vert en Conseil des ministres à la réforme territoriale et au report des élections départementales et régionales. Elles auront lieu en décembre 2015 avec comme cadre les régions nouvellement redécoupées. Comment cette réforme a-t-elle été accueillie par les sénateurs? Débat à suivre dans ce journal. Autre dossier chaud pour le gouvernement, la transition énergétique. Après des retards dans le calendrier et des incertitudes sur son financement, Ségolène Royal a présenté son projet. Objectif, permettre à la France de devenir économe en énergie et moins dépendante du nucléaire, un des sujets les plus épineux. Les investitures pour les sénatoriales à l'UMP ont partie tranchée. Parmi les surprises, l'arrivée possible du député maire de Troyes, François Baroin, ou encore l'ancienne épouse de Christian Estrosi. Mais quelques cas restent encore à régler. Le point sur les départements où ça coince dans un instant. La nouvelle carte des régions présentée ce matin en Conseil des ministres. Comme annoncé, il n'y en aura pas plus de 14 au lieu des 22 actuellement et leurs compétences seront élargies. Le détail avec Camilla Campusano. Une réforme en 2 textes. Le premier volet arrive au Sénat le 1er juillet. Sur la table des sénateurs, le découpage des régions. Déjà critiqué, contesté, le gouvernement impose un maximum de 14 régions, avec une certaine marge de manœuvre pour les parlementaires. Sur ce débat sur les régions et sur la carte, ça a été rappelé, il y a des possibilités peut-être, selon les débats, de voir la carte se modifier, mais les règles sont assez simples et sont assez claires. Il ne peut pas y avoir d'accroissement du nombre de régions, donc ça se fait à nombre de régions équivalent, et il ne peut pas y avoir de démantèlement de régions. Donc pas de glissement d'un département vers une autre région. Par contre, certaines régions commencent déjà à se rapprocher. Des parlementaires de Bretagne et du Pays de la Loire proposent une fusion, un dossier qui risque de crisper. Encore plus sensible, le deuxième projet de loi de cette réforme qui arrive à l'automne. Il porte sur les compétences de ces nouvelles régions, des régions voulues plus fortes, en particulier dans le domaine économique. Après de nombreux atermoiements et des questions sur son financement, le projet de loi sur la transition énergétique a été dévoilé ce matin. Au cœur du texte, des chèques énergie pour les ménages les plus modestes ou encore la valorisation des véhicules électriques et le plafonnement du nucléaire, des thèmes chers à la ministre de l'écologie Ségolène Royal, Paul Bouffard. Un nouveau modèle énergétique pour diviser par 2 la consommation d'énergie d'ici 2050. Un projet de loi qui met l'accent sur le bâtiment, avec des chèques énergie pour les plus modestes. Objectif, remplacer les tarifs sociaux sur le gaz et l'électricité. Dans les transports, pas d'écologie punitive avec le plan Royal, mais plutôt une mise en avant de l'électrique. Un Français pourra toucher un bonus de 10 000 € pour tout achat de voiture électrique et s'il se sépare de son véhicule diesel. Point dur du dossier, le nucléaire. Il me faut donc trouver un juste équilibre entre la volonté de l'État de définir le modèle énergétique et notamment avec les perspectives que je viens d'évoquer, et en particulier avec la baisse de la part du nucléaire, pas la sortie du nucléaire, la baisse de la part du nucléaire. Un tiers de nucléaire en moins d'ici à 2025. Pour Ronan Dantec, le pari est tenable. Si on fait 3000 MW de plus en énergie renouvelable par an en France, la part du nucléaire en puissance installée passera sous les 50% en 2025. Donc c'est assez mécanique. Si on ne fait rien, alors ça nous coûtera très très cher. Aujourd'hui, le nucléaire devient plus cher que le renouvelable et le renouvelable, notamment le photovoltaïque, continue de baisser. Reste un tabou dans cette réforme, la fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim. Aucun signe de Ségolène Royal. Une autre zone d'ombre persiste. Comment financer ces éco-projets en période de disette budgétaire? Le coût de la transition énergétique, c'est entre 20 et 30 milliards d'euros supplémentaires chaque année. Un investissement d'avenir incontournable à l'UDI. Jusqu'à présent, il n'y a jamais eu de croissance, il n'y a jamais eu de développement économique sans développement énergétique. Donc investir dans les énergies du futur, c'est un investissement pour la croissance et pour l'emploi. Ça, c'est une évidence. Et c'est drôle qu'on doive systématiquement rendre des comptes quand on parle d'investissement écologique et jamais quand on parle d'investissement non écologique. Le plan Royal sera examiné par le Parlement à l'automne prochain. Et Ségolène Royal, la ministre de l'écologie, a par ailleurs annoncé que le gouvernement rendrait la semaine prochaine sa décision concernant l'écotaxe poids lourds dont la mise en œuvre a été suspendue à l'automne dernier.
Les cheminots ont voté pour la reconduction de leur mouvement de grève entamé il y a 8 jours contre le projet de réforme ferroviaire. Un texte désormais aux mains des députés qui doivent, par leurs amendements, apaiser les inquiétudes des syndicats. Les élections sénatoriales se dérouleront le dimanche 28 septembre et déjà ça coince au niveau des investitures. La Commission nationale des investitures de l'UMP s'est réunie hier soir et plusieurs cas épineux restent à régler. Mounir Soussi. Premier acte de la campagne des sénatoriales à l'UMP avec les investitures et leur lot de surprises. Le groupe de l'opposition a fait des propositions à la commission d'investiture qui s'est réunie hier. Ils ont eu gain de cause dans 90% des cas. Le cas de Christian Poncelet n'est pas encore tranché. Des députés se sont opposés à une nouvelle candidature de l'ancien président du Sénat. Il doit rencontrer Jean-Claude Gaudin la semaine prochaine. Un temps sur la sellette, Jean-Claude Carle et Henri Dorincourt ont finalement conservé le soutien de leur parti, qui a donné plusieurs consignes en vue de cette élection. Dans le fond, la commission a essayé à la fois de nous dire « rajeunissez un peu, féminisez si vous pouvez », mais n'a pas contesté les choix du groupe. L'ex-épouse de Christian Estrosi, Dominique Estrosi-Sassonne, sera tête de liste dans les Alpes-Maritimes et le gros transfert concerne François Baroin. L'ancien ministre va quitter l'Assemblée nationale pour rejoindre le Sénat. Un temps évoqué candidat à la présidence du groupe, Gérard Larcher lui a amicalement rappelé les usages de la Haute Assemblée. J'allais dire au Sénat, on chemine. Même si on bouleverse les traditions au Sénat. Donc je pense que François, on chemine, on prend son temps, on va sur le chemin. Donc je pense que François Baroin, le moment venu, c'est lui qui décidera. Je ne suis pas sûr que ça soit pour octobre. La commission d'investiture se réunira mardi prochain pour attribuer les derniers sièges et régler les cas litigieux. Et sachez que Roger Carucci, sénateur UMP des Hauts-de-Seine, a annoncé officiellement sa candidature à la présidence du groupe UMP dans une interview à lire sur notre site internet publicsénat.fr. Adoption en commission des lois du Sénat du projet de loi sur la prévention de la récidive. Mais le texte qui sera examiné la semaine prochaine en séance par les sénateurs a été modifié, notamment ce qui concerne la mesure phare de ce projet de loi, à savoir la contrainte pénale. Écoutez les explications du rapporteur socialiste, le sénateur Jean-Pierre Michel, au micro de Quentin Calmy. J'ai voulu aller prudemment et dire que pour une série de délits limitativement énumérés qui sont des petits délits, sans atteinte aux personnes, sans violence bien sûr, sans discrimination, pour ces délits-là, le juge, il n'y a plus de peine de prison encourue. Voilà. Il y a la contrainte pénale, ou si on pense à la contrainte pénale, c'est trop pour le délit ou la personne qu'on a en face de soi, eh bien on peut prononcer simplement une peine d'amende ou une peine alternative. Et on reste au Sénat avec l'examen demain en séance d'une proposition de loi communiste en faveur d'une renationalisation des autoroutes. Elle représente une manne financière que les sénateurs souhaiteraient voir tomber dans l'escarcelle de l'État. Maxime Thuillier. Avec plus de 11 000 km de voies, la France possède le 4e réseau autoroutier du monde. Un réseau très rentable que les sénateurs communistes aimeraient voir revenir dans le giron de l'État. Depuis que ces autoroutes ont été construites et investies correctement, eh bien, elles font entre 1 et 2 milliards de bénéfices par an. Donc nous disons, nous, très simplement, et je crois que c'est une proposition de loi extrêmement populaire, qu'il faut renationaliser ces concessions. Car depuis 2005, les autoroutes ne sont plus gérées par l'État, mais par des sociétés privées. Dominique de Villepin, alors Premier ministre, avait vendu le réseau autoroutier à près de 15 milliards d'euros. Mais le gouvernement se privait ainsi des revenus générés par les péages. Une vente considérée par de nombreux sénateurs comme une faute politique. Le fait de détenir des actions dans ces sociétés concessionnaires d'autoroutes permettait à l'État de bénéficier dans la durée d'une rente. On appelait la rente autoroutière, c'est-à-dire d'un certain nombre de recettes qui étaient utiles pour financer finalement les réseaux nationaux que l'État donc doit entretenir. La vente du réseau autoroutier a engendré un grand nombre de critiques à droite comme à gauche. Mais peu de parlementaires semblent prêts à renationaliser le réseau. Car il faudrait que l'État rachète les concessions, une facture qui s'élèverait à des dizaines de milliards d'euros. La Cour des comptes s'inquiète dans son rapport de l'état des finances des collectivités locales. Difficile selon ses calculs de réduire leurs dépenses de 11 milliards d'euros, sauf si elles consentent à supprimer les doublons. On écoute Didier Migaud, le président de la Cour des comptes.
La question que nous posons, c'est est-ce que les 11 milliards de réduction de dotation de l'État donneront 11 milliards d'économies de dépenses au niveau local. Une clarification des compétences entre l'État et les collectivités territoriales, à travers la suppression de doublons qui existent entre l'État et les collectivités territoriales, doit pouvoir générer des économies, de la même façon qu'une clarification des compétences entre les collectivités territoriales elles-mêmes également. 24 heures Sénat, tout de suite le débat. Et on ouvre le débat de ce 24 heures Sénat avec nos invités ce soir. Frédérique Espagnac, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sénatrice socialiste des Pyrénées-Atlantiques. Avec nous également sur ce plateau, Jacqueline Gouraud, bonsoir. Bonsoir. Sénatrice UDI de Loire-et-Cher. Vous êtes également présidente de la délégation aux collectivités territoriales. UDI-UC. UDI-UC, ici au Sénat. Et puis Philippe Adneau, vous êtes sénateur de l'Aube. Vous figurez sur la liste des sénateurs non inscrits. Merci à tous les trois d'être avec nous. Alors on en sait désormais un peu plus sur cette réforme territoriale. Les textes ont été présentés et adoptés en Conseil des ministres. Il y aura donc un passage de 22 à 14 régions et un report des élections départementales et régionales à décembre 2015. Philippe Adneau, est-ce que c'est une réforme nécessaire selon vous ? Alors, je pense que la situation de la France méritait certainement autre chose que le texte qui nous est présenté, qui se fait d'une manière violente, sans aucune concertation, sans débat préalable, sans analyse. Et je suis persuadé que ce texte va aller très mal, il n'ira pas au bout tel qu'il est, parce qu'il n'a pas été du tout examiné d'une manière démocratique. Il est imposé comme ça, d'en haut, on ne sait pas exactement comment ni pourquoi. Et je suis vraiment convaincu qu'il y avait autre chose à faire. Oui. Il y a pourtant de nombreux rapports, notamment ici au Sénat. On cite beaucoup le rapport des sénateurs Cratinger et Raffarin sur la réorganisation territoriale. Rapport qui avait fait consensus à l'époque. Pourquoi autant de critiques alors maintenant ? D'abord parce que, si vous l'avez remarqué, ce qui nous est proposé ne correspond pas du tout à ce qui était proposé par le rapport Cratinger-Raffarin. Et que si, par exemple, on peut considérer que réduire le nombre de régions est une bonne chose, admettons, personnellement, je ne suis pas opposé à ça par principe. La manière d'arriver au résultat est quand même largement critiquable. On va donc en parler. Moi, je suis du département de l'Aube, nous sommes de la région Champagne-Ardenne. Bizarrement, nous sommes rattachés avec la Picardie, qui elle-même n'est pas rattachée au Nord-Pas-de-Calais. Et si on regarde une carte, ça va sauter aux yeux de n'importe qui que ça faisait du sens à avoir une région nord avec la Picardie, et ça ne fait aucun sens à ce que la Champagne-Ardenne, dont toutes les infrastructures sont reliées avec le Grand Est, et tous nos problématiques sont donc avec l'Est, je veux dire, la région qui nous est proposée ne fait pas sens. Ça veut dire qu'il n'y a eu aucune discussion en amont, pas d'échange, pas de construction de la réflexion, et c'est cela que je critique. Que ce débat aura lieu au Parlement. Jacqueline Gouraud, je vous voyais réagir sur ce rapport Cratinger-Raffarin. Visiblement, les textes proposés aujourd'hui reprennent en partie les propositions des deux sénateurs. Oui, alors ça dépend de quoi on parle dans tout cela, parce qu'il y a la réforme dans sa globalité, et je crois que l'idée de la réforme et même un certain nombre de principes de la réforme ont été discutés, je dirais, depuis longtemps, voire de longues années, puisqu'on peut remonter, par exemple, au rapport Balladur. Oui. Donc l'idée de la réforme et l'idée qu'il faut supprimer, améliorer l'organisation territoriale en France, qu'on doit tenir compte aussi qu'il y a eu le phénomène de l'intercommunalité qui s'est développé depuis 20 ans et qui a changé fondamentalement les rapports de force et l'organisation du territoire, faisait qu'une réforme était nécessaire. On en a parlé beaucoup. Là où je rejoins Philippe Adneau, et là je crois qu'on peut le dire sur la manière dont on a découpé les régions, n'est-ce pas ? Là c'est vrai qu'on a le sentiment d'un manque de concertation. Alors il y a des choses qui s'imposent, qui sont évidentes. Je vais prendre les deux Normandies. Bon, les deux Normandies, ça s'impose, personne discute là-dessus. Après, je dirais l'Alsace et la Lorraine aussi. Le président de la région Alsace était là tout à l'heure. Il a dit, bon, voilà, ça s'impose. Il y a d'autres choses aussi où les gens trouvent que les Auvergnats sont plutôt contents d'être avec Rhône-Alpes. Bon. Mais il y a d'autres régions où visiblement ça a manqué de concertation, où je dirais la concertation a eu lieu avec certaines personnalités au détriment des autres. Et ça n'est pas bien. Et ça ne peut pas rester comme cela dans certaines régions.
Je veux parler des Charentes, par exemple, qui se sentent évidemment beaucoup plus près de l'Aquitaine que de ma région, c'est-à-dire la région centre. C'est une évidence. Et tous bords confondus. Je tiens. Alors, ici, on dit souvent droite et gauche, d'accord. Je rajouterai droite, gauche et centre. Pour être Frédéric complet. Espagnac, est-ce que ce redécoupage des régions a été fait dans la précipitation, sans concertation? C'est ce que viennent de dire vos collègues. Non, Jacqueline n'a pas dit ça. Hein. Je veux dire, la réalité au départ, c'est que cette discussion, elle a lieu depuis un certain temps, d'abord au Sénat, et puis un peu partout, puisqu'on en a convenu les uns les autres qu'il fallait simplifier le millefeuille dont on parle. Mais la réalité aujourd'hui, c'est que l'organisation territoriale évolue, Jacqueline l'a dit, l'intercommunalité notamment. Et donc c'est vrai que le rapport Krattinger-Raffarin avait posé un certain nombre de bases qui sont aujourd'hui respectées. Après, la discussion, elle est difficile et en même temps elle est nécessaire. Jacqueline l'a dit. Donc il y a deux choses à la fois, c'est-à-dire qu'il fallait donner une première carte sur laquelle il fallait débattre. Il y a eu des consultations, j'entends ce que dit Jacqueline. La réalité aujourd'hui, c'est que les débats vont avoir lieu dans l'hémicycle, que ce soit à l'Assemblée nationale ou au Sénat. Sénat d'abord, Assemblée ensuite. Donc ça laisse le temps aujourd'hui, notamment cet après-midi, puisqu'on a pu entendre les présidents de région et un certain nombre d'autres auditions qui auront lieu. Sans heure, Frédéric Espagnac, le gouvernement l'a dit, il est d'accord pour entendre les amendements des parlementaires, mais il n'y aura pas plus de 14 régions. Non, il peut y en avoir moins également, mais on est d'accord sur le principe, et donc là, on l'a dit tout à l'heure, il y avait un consensus dans le passé, donc il faut en prendre acte, c'est une réalité. Enfin, ça, tout le monde avait plus ou moins voté ce rapport Krattinger-Raffarin, ça c'est le premier point. Le deuxième, aujourd'hui, il y a en effet des discussions à avoir. Néanmoins, on peut comprendre aujourd'hui qu'il est difficile d'avoir une unanimité dans le pays. Et en même temps, je pense, comme ça a été dit de mes deux collègues, la réalité aujourd'hui, c'est qu'avec une discussion, on doit pouvoir trouver des choses qui correspondent à la fois au bassin de vie et à l'intérêt de nos régions qui sont, certes, peut-être à redéfinir aujourd'hui. Alors justement, Philippe Adnon, si on rentre dans le détail de ce qui a été présenté ce matin, les régions vont devenir les véritables patronnes du développement économique des territoires. C'est une bonne vision des choses, selon vous? C'était déjà la loi leur avait déjà donné cette responsabilité. Sur ce sujet-là, il n'y a pas vraiment quelque chose de nouveau sur le soleil, sauf que au développement économique du pays. Sauf vous que qui êtes président justement, du Conseil général. moi, quand donc je suis, vous l'avez souligné, président d'un Conseil général. Quand notre Conseil général intervenait en matière économique, il fallait qu'il le fasse dans le cadre de conventions qu'on avait signées avec, d'abord pour respecter les règles européennes, et ensuite avec les régions. Sauf que nous avions la clause de compétence générale, et ce qui fait que quand la région, par exemple, ne voulait pas intervenir sur un sujet, c'est le département qui intervenait. Et nous sommes intervenus très souvent, parce que la région à laquelle j'appartiens n'intervient quasiment pas. Et donc le nombre d'entreprises que nous avons sauvées seules est extrêmement important. Et j'ai donc la question à poser qui consiste à dire, mais si la région n'est pas intéressée à sauver les entreprises, qui va le faire ? Et j'ai encore un exemple tout récent avec une entreprise de 150 salariés. C'est le département qui a fait le nécessaire pour la sauver. Je pourrais vous en donner comme ça une dizaine. Alors ce qui est très étonnant, c'est que ce gouvernement, au mois de décembre, nous a fait rétablir la clause de compétence générale et quelques mois après, elle la supprime. Alors je vais regarder les arguments, parce que comme il y a eu des arguments d'exposé il y a 3-4 mois, on va bien voir maintenant qu'est-ce qui a changé dans l'argumentaire. Moi je suis, vous l'avez sûrement deviné, le rapport Krattinger et Raffarin avait préservé les départements. Et il avait même dit, plus les régions sont grandes, plus la présence des départements s'impose. Parce que demain, ça n'est pas les intercommunalités, si grandes ou si petites soient-elles, qui vont pouvoir s'occuper des missions d'harmonisation qu'on va faire. Et c'est pas quand les régions vont devoir s'occuper des transports scolaires à distance qu'elles vont être capables de faire la dentelle qui est nécessaire pour organiser des transports scolaires. Philippe Adnon, Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, qui était effectivement auditionné cet après-midi par les sénateurs. Je vous propose d'écouter, il explique un peu dans quel état d'esprit il va venir défendre sa réforme au Sénat, et on se retrouve juste après. Je demande aux sénateurs de bien vouloir considérer que lorsque le gouvernement présente ce texte, il ne le présente pas pour faire moins de proximité, pour accroître la crise politique à laquelle notre pays est confronté, pour éloigner les services publics des citoyens, car cela relèverait tout de même de la part d'un gouvernement d'une démarche assez saugrenue. Donc je propose que nous abordions ce débat simplement de façon la plus scrupuleuse possible, les uns et les autres, et en confiance les uns avec les autres, parce qu'il s'agit de réussir une réforme, en regardant concrètement ce qu'il y a dans les mesures, et en jugeant les mesures simplement pour ce qu'elles sont. Jacqueline Gouraud, quand le ministre dit c'est pas pour moins de proximité, ça vous rassure d'entendre ces propos ?
Bon, je le crois, parce que je ne pense pas que le ministre de l'Intérieur et le gouvernement aient envie de supprimer la proximité, parce qu'il y a beaucoup d'élus aussi socialistes en France, et qu'ils sont comme les autres. Ils voient que la proximité est quelque chose de nécessaire. Et je crois d'ailleurs que le maintien du bloc communal est une chose absolument essentielle. Et moi, je suis comme Philippe Adnot, je pense que le département est absolument utile. Et d'ailleurs, jusqu'à preuve du contraire, le gouvernement n'entend pas faire disparaître les départements. Ce qu'il veut changer, c'est la gouvernance, au fond, des conseils généraux, ce qui s'appelle aujourd'hui des conseils généraux. Alors moi, je comprends que Philippe Adnot, qui est président de conseil général, soit attaché à ce mode de gouvernance, mais il faut bien reconnaître que, par exemple, l'ancien gouvernement avait imaginé le conseiller territorial, qui était, au fond, une modification de la gouvernance des départements et déjà un rapprochement entre le département et la région. Moi, j'avais voté le principe du conseiller territorial. Philippe, non. Moi, non. Moi, je m'en souviens très très bien. Avec mes amis socialistes, nous nous sommes battus contre ce texte et maintenant ils sont pris à contre-pied. Et à la fin, je n'avais pas été d'accord parce que je n'aimais pas du tout le mode d'élection et qu'on s'était fait enfumer. Donc, j'aime pas me faire enfumer. J'avais fini par voter contre le texte. Ah, c'est bien. Mais, comment vous dire, on sent bien qu'il y a un besoin... étant donné les modifications, je répète encore, mais je pense que c'est très important que l'intercommunalité a vraiment modifié les relations territoriales à l'intérieur d'un département. Et je pense qu'il faut arriver à trouver une solution qui, effectivement, à l'intérieur du périmètre départemental, modernise au fond la gestion départementale. Car il faut bien dire... Alors que ça, parfois... Elle n'est pas banale, celle-là. Alors, je voudrais finir mon idée. En zone urbaine, j'ai été conseiller général. En zone urbaine, les conseillers généraux, ça ne veut pas dire grand-chose. Ils sont, je dirais, un peu en suspension par rapport aux intercommunalités, etc. Je crois qu'il faut le dire, c'est pas du tout être anti-départementaliste. Alors qu'en zone rurale, les cantons ont encore un sens. Et particulièrement, je regarde Frédéric Espagnac, dans des départements comme le sien. Comme les Pyrénées-Atlantiques. Donc je trouve qu'on peut être créatif, on peut inventer des modes de gouvernance où on associe la ruralité, le monde urbain et les structures. Est-ce que les gens sont inquiets d'être supprimés, d'être absorbés dans cette nouvelle réorganisation territoriale? Ça pose question forcément, et en même temps, c'est d'ores et déjà une perspective de dire, ok, il faut simplifier, je vais le faire en caricature, mais potentiellement, l'ancien gouvernement avait voulu, on va dire, fusionner les deux strates, conseil général, conseil régional. Le gouvernement, aujourd'hui, est parti dans la logique plutôt de dire comment on fusionne pas, mais on rassemble ou on rapproche l'intercommunalité du département. Et donc, sur le fond, aujourd'hui, dans mon département, qui est un département un peu particulier, atypique entre Pays Basque et Béarn, le Pays Basque a une solution un peu particulière qui envisage aujourd'hui de fusionner les intercommunalités, justement pour prendre potentiellement certaines compétences du Conseil général, mais surtout pour que l'urbain vienne en support du rural, et donc dans cette espèce de solidarité interdépartementale, et surtout en Béarn, là c'est autre chose, ce sont des fusions d'intercommunalités, mais qui sont à moindre échelle. Donc tous les territoires aujourd'hui, y a-t-il une solution unique? Non, indéniablement pas. Faut-il préserver les départements? Vous êtes d'accord quand Jacqueline Gouraud ou Philippe Adnot disent le département est utile, il ne faut pas le vider de sa substance, c'est ce qu'a dit André Valigny. Je pense aujourd'hui, moi, qu'il ne faut pas le vider de sa substance, sauf si certaines intercommunalités et évolutions se font sur les territoires et que les territoires eux-mêmes décident de partir vers d'autres options. À ce moment-là, ça se réfléchit. Mais je pense qu'on ne fait rien contre la vie des territoires et contre ni la population ni les élus locaux. Voilà. Philippe Adnot, vous êtes également inquiet sur... Le texte prévoit quand même la disparition des départements dans le cadre de lui supprimer les compétences. Et tout ça au nom... de solutions financières pour l'équilibre budgétaire de la France. Alors, ça commence à changer. On a eu un matraquage depuis plusieurs mois de tous les spécialistes, soi-disant spécialistes, qui énuméraient les milliards qu'on allait économiser. Ça, vous n'y croyez pas du tout aux économies réalisées par cette réforme territoriale? Mais vous avez vu que maintenant, même le gouvernement commence à dire, parce que le ministre qui s'occupe de la question, M. Valigny, avait déclaré, lui, 17 milliards. Il vient seulement de se rendre compte que c'est faux. Moi, je prétends, et je donnerai les chiffres
à l'appui que non seulement ça ne fera pas d'économie, mais que ça coûtera très cher. Je vais prendre un exemple. Le texte prévoit de donner les collèges aux régions. Mais il se trouve que statutairement, les régions ont donné des contrats beaucoup plus élevés, 15% en moyenne, que dans les départements. Donc déjà d'office, avant même d'avoir commencé, il y aura 15% d'augmentation sur l'ensemble de la masse de la fonction publique. Ça représente des milliards tous les ans. Et quand je regarde les statistiques, je constate que les régions qui ont eu les TOS dans les lycées ont augmenté le nombre de TOS dans les lycées. Nous les avons diminués. Quand nous, on a eu l'équipement, les routes, de la part de l'État, nous avons diminué le nombre de personnes transférées. Donc ce qui va se passer demain, c'est une explosion de la dépense publique, parce que les régions sont loin, parce qu'il faudra créer des états-majors, Philippe Adno, vos collègues ne sont pas d'accord, visiblement. local. Frédéric Espagnac, je voyais faire dans de la tête. Il faut éviter la caricature, même si j'entends... non, je crois on n'est pas là pour faire peur à la population, on est là pour expliquer ce qui est en train de se passer. On peut dire qu'on n'est pas complètement d'accord avec la réforme et donc y apporter des modifications, mais sur le fond, je crois que réellement, est-ce que ça va faire des économies immédiatement? Non. Moi, j'ai envie de tenir... J'en suis pas sûre. Je veux dire, il y a aujourd'hui des simulations. Je sais que François Patriat en a notamment fait, notamment sur la fusion président de la région Bourgogne. Bourgogne notamment. Il y a des économies d'échelle et c'est une réalité. Après, il faut faire attention. Vous pouvez pas dire aujourd'hui par rapport aux TOS, alors les conseils généraux, nous on a supprimé. Si on a rajouté dans les conseils régionaux, c'est qu'il y en avait besoin aussi à un moment donné pour accompagner les choses. Donc il faut se dire les choses. Il faut se dire les. Vous pouvez pas nier que les conventions vont toutes s'aligner par le haut. Et donc, dans chacune des entités nouvelles, les gens regarderont les contrats, mais c'est obligatoire. Mais vous n'aurez pas, si par exemple les lycées et les collèges sont d'une même gestion, il n'y aura pas des contrats différents entre les deux. Il y aura les mêmes contrats. Il y aura 15%. Vous pouvez retenir ce chiffre. Et il est, je mets au défi quiconque de me prouver le contraire. Et moi, je peux apporter les contrats qui montreront la différence. Je mets au défi qu'on me vienne me prouver. Jacqueline Gouraud, en tant que présidente de la délégation ici au Sénat des collectivités territoriales, sur cette question effectivement des régions qui vont hériter de l'entretien des routes, des collèges ainsi que des transports scolaires, est-ce qu'elles vont avoir les moyens de tout gérer? Non mais d'abord moi je pense, pour reprendre ce que disait, il y a des bons gestionnaires dans les départements, il y a des bons gestionnaires dans les régions. Et il y a des mauvais gestionnaires dans les départements et des mauvais gestionnaires dans les régions et dans les communes et les intercos, etc. Il faut aussi dire que les structures, c'est les hommes qui les gèrent. Absolument. Et donc, il ne faut pas non plus schématiser, et on le sait bien, Alors, moi, je pense qu'il y a des transferts qui peuvent se faire vers le haut, effectivement, si on va vers la suppression des conseils généraux tels qu'ils existent aujourd'hui. Les routes, moi, ça me choque pas qu'elles aillent vers les régions. Les constructions de collèges, puisqu'ils construisent déjà les lycées, je ne tiens pas compte de ce que vient de dire mon collègue Adno, on peut imaginer que quand on est capable de construire des lycées, on est capable de construire des collèges, surtout que souvent c'est les mêmes bâtiments, etc. Rapidement, il nous reste 30 Alors secondes, après les transports scolaires, j'ai plutôt des doutes. Là, les transports scolaires, je pense que ça doit être géré au niveau départemental. Merci à tous les trois. Le débat s'annonce animé ici au Sénat. Le texte arrivera les 1er, 2 et 3 juillet en séance publique. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À 22h, vous retrouvez Sonia Mabrouk. Très bonne soirée et à demain.